l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. L'image qui nous vient à l'esprit lorsque nous parlons de propreté est généralement celle du corps. Et c'est tout à fait normal puisque nous ne pourrions pas vivre normalement, vivre longtemps et côtoyer nos semblables si nous n'observons pas une hygiène corporelle rigoureuse. Dans ce domaine de la salubrité physique, l'homme a beaucoup évolué à travers les âges. Il n'y a qu'à consulter des chroniques d'époque pour voir dans quel état de saleté vivaient nos ancêtres, les Occidentaux tout particulièrement. En pays d'islam, les sociétés étaient autrement plus raffinées. On y avait découvert les vertus de l'hygiène. De nombreuses villes avaient de l'eau courante. Des hôpitaux se distinguaient par leurs mesures prophylactiques. Les bains étaient rentrés dans les mœurs jusque dans les couches populaires les plus défavorisées. Aujourd'hui, la situation s'est inversée du tout au tout. Les pays musulmans sont parmi les plus sales de la planète et les pays occidentaux se distinguent par la propreté de leur ville, de leur lieu de vie. En Occident, au XVIIe siècle seulement, hier, l'eau était considérée comme un élément agressif et le savon n'existait pas encore. Les gens puaient littéralement autant, sinon plus encore, que les porcs qui vivaient avec eux et autour d'eux. Au sein des classes supérieures, y compris au sein de la cour, le roi et ses proches, on ne se lavait presque jamais, ou alors par-dessus la chemise et très rarement, très exceptionnellement. On se contentait d'user à profusion de parfums très forts pour tenter de cacher l'odeur pestilentielle qui émanait d'un peu tout le monde et que presque plus personne ne sentait puisque tout le monde s'y était habitué. L'hygiène des villes n'était pas plus réjouissante. Toutes les villes européennes, toutes, macéraient dans une indescriptible saleté, dans une inimaginable saleté. Tous les ménages, toutes les familles, jetaient leurs ordures au pas de leur porte ou en bas de chez eux. Les eaux usées étaient déversées directement dans les rues, dans les ruelles. Les foyers d'infection pullulaient. Aujourd'hui, dans le même Occident, l'hygiène va désormais de soi, à un point où elle a généré des activités commerciales parmi les plus florissantes. Et encore plus que l'hygiène corporelle, la propreté des villes, la propreté des lieux de vie, la propreté de partout, y a atteint un niveau d'excellence qui frise l'intégrisme civique. La propreté et l'entretien des villes y est juste phénoménal si on le compare à ce qui se passe chez nous. Malgré une consommation pourtant effrénée. Les gens n'y font plus attention à la propreté parce que cette gestion de la saleté est devenue une sorte de routine. Mais il suffit bien souvent que des éboueurs se mettent en grève quelques jours seulement pour que l'on constate l'ampleur et l'efficacité de l'action publique dans l'administration de la cité et de toutes ses contraintes. En pays d'islam, là où la propreté est érigée en acte de foi, an-nazafatu min al-iman, la saleté est chez elle, dans ses quartiers, omniprésente, dans des villes où la lèpre grise, ce béton triomphant,
à défigurer les belles cités d'autrefois où l'incivisme décuple la carence des pouvoirs publics. En Algérie, la capitale portait le nom d'Alger la Blanche. Annaba était la coquette. Ouaran était la belle. Constantine, la merveilleuse. Toutes les autres villes du pays étaient belles, bien entretenues. Un civisme délicat s'y distinguait jusqu'au plus petit village où l'été venu, l'on badigeonnait les maisons à la chaux vive pour leur donner cet éclat de blancheur, pour les purifier. Au sud, on utilise généralement l'indigo, ce bleu sublime. Aujourd'hui, derrière leur façade Potemkin du centre-ville, dans toutes les villes d'Algérie, que les autorités soignent, les façades, pour tromper l'ennemi, les vieux quartiers menacent ruine, partout. À Alger et dans les autres grandes villes, les immeubles Haussmann, les mêmes que ceux qui sont à Paris aujourd'hui, se lézardent et tombent en ruine. La saleté est devenue le lot quotidien des Algériens dans tout le pays. De guerre lasse, des citoyens s'organisent pour essayer de combler les lacunes des pouvoirs publics et pallier à leurs carences par plus de civisme, en nettoyant eux-mêmes leurs villes et villages. Comme c'est le cas en Kabylie, comme c'est le cas depuis quelques jours à Betna, où un citoyen originaire de la ville, Mostafa Hambouda, très nostalgique du charmant Batna de son adolescence, a lancé depuis Londres un émouvant appel à ses ouled bled pour qu'ils nettoient leur ville. Mais un problème de taille surgit à chaque fois que des citoyens tentent de se substituer à des pouvoirs publics défaillants, désespérément absents. Dès que ces volontaires se manifestent, le système s'affole et réagit tout aussitôt avec une très vive célérité. Non pas pour faire son travail, mais parce qu'il est inquiet de découvrir que les gens sont capables de s'organiser sans lui. Donc éventuellement, pense-t-il, contre lui. Ce régime considère toujours que ce genre d'initiative est n'importe laquelle qui puisse rassembler des citoyens pour un objectif civique ou culturel représente systématiquement pour lui une dangereuse capacité de cette même société à ouvrir les yeux sur sa très dégradée situation et à susciter sa volonté d'y remédier, à retrousser les manches pour y pallier. Voilà pourquoi l'aspiration civique à la propreté est toujours une prise de conscience politique. C'est pour cela que le régime s'en inquiète autant. C'est pour cela qu'il fait tout pour infiltrer toute initiative et de préférence la faire tomber, la dénaturer. Qawala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.